Rien, non, rien n'aurait pu contrarier Abdallah Kamanja ce matin-là. Il allait retrouver Victor Chalita, son meilleur ami, à côté du cinéma Rivoli, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il faisait beau, il était heureux. Et dans quelques jours, ils seraient tous les deux à bord d'un de ces bateaux qui passaient tous les matins dans sa fenêtre. Oui, c'était une belle journée. Dans la clameur des rues de Beyrouth, cris de marchands ambulants « Aranis, Aranis !» Boya, 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 boya. Klaxons et bruits de circulation. « Boukra Sahab, Boukra Sahab !» Abdallah se dirigeait d'un pas dansant vers la place des Martyrs, la tête dans les nuages et les pieds moulés dans ses nouvelles bottines italiennes qui croassaient encore sur le trottoir à chacun de ses pas. Il les avait achetés la veille. Après avoir reçu la lettre, cette lettre tant attendue et qui venait de si loin, il avait bondi hors de chez lui et s'était dirigé vers les grands magasins Orosdibak. Ses chaussures Verapelle étaient hors de prix, il le savait, mais qu'importe. Il était attendu à Vienne par Hoffmann, le facteur de piano, pour lui parler de son invention, le piano oriental. Alors, c'était un jour de fête. Il fallait marquer le coup. J'ai quitté Beyrouth en août 2004. Je suis partie un matin sur la pointe des pieds, laissant la ville se réveiller sans moi. Dans la voiture qui me menait à l'aéroport, il y avait mon père, ma mère et ma valise. Je me souviens que j'avais droit à un seul bagage de 23 kilos. Et 23, c'était aussi mon âge. Le calcul était simple. Il me semblait que je pouvais emmener avec moi en France 1 kilo d'affaires par année vécue au Liban. Et chaque fois que j'ajoutais quelque chose dans ma valise, j'avais l'impression de répondre à, vous savez, cette fameuse question. Qu'emporterais-tu si tu devais passer 1 an sur une île déserte ?
Alors je suis partie, avec une valise de 23 kilos pleine à craquer. Parce qu'à aucun moment je ne me suis dit que Paris n'est pas une île déserte. Le voyage allait être long. Abdallah et Victor s'étaient embarqués à bord du Pierre de Rosette. Un paquebot qui faisait le tour de la Méditerranée et reliait Beyrouth à Marseille. De Marseille, ils prendraient ensuite le train pour Vienne. Pour Vienne où Hoffmann les attendait. S'il existait un métronome pour le cœur des hommes, il aurait très certainement indiqué que Abdallah était tout allegro, avec parfois de soudaines pointes presto. Victor, lui, affichait l'imperturbable adagio des personnes habituées au voyage. Victor Chalita était le premier grand copain de Abdallah. Autant dire que ça faisait un bail que ces deux-là s'accordaient.
C'est dans mes livres scolaires au Liban que je me suis construit mes premières images de la France. La France était une cour d'école enneigée, où les écoliers étaient vêtus de pèlerines noires, où poussaient de grands marronniers, dont le maître d'école secouait les branches pour faire tomber les marrons dans la neige, à la plus grande joie des enfants. Vu de Beyrouth, en proie à la guerre civile, c'était exotique, paisible et rassurant. À la même époque, les lecteurs VHS au Liban étaient calibrés selon le système colorimétrique américain. PAL. Tous les films français apparaissaient sur nos écrans télévisés en noir et blanc. J'ai ainsi longtemps associé la langue française au noir et blanc. Mais bien avant le Pierre de Rosette, avant la lettre d'Hoffmann, bien avant ce long voyage à Vienne, le jeune Abdallah Kamanja s'était un jour installé dans un petit appartement, rue Gergezayden. Il avait ensuite loué un atelier un peu plus loin dans le quartier et s'était acheté d'occasion un vieux piano droit. À cette époque, il prit 2 décisions. Consacrer sa vie à la musique et ne jamais sortir de chez lui sans le tarbouche de son oncle Khalil sur la tête. Alors, tous les matins, coiffé de son tarbouche, il faisait le même trajet à pied pour rejoindre son piano. Avec ce tarbouche anachronique, il était vite repéré et ne pouvait faire un pas dans Beyrouth sans être salué par les habitants du quartier et des environs. À chaque bonjour, il frappait légèrement du bout des doigts le feutre dru de son couvre-chef. Chacun de ces saluts produisait un son creux et sec. Et ainsi, au bout de plusieurs saluts à intervalles plus ou moins réguliers, s'improvisaient des rythmiques inattendues qu'il était sans doute le seul à entendre. Hey!
Tu sais, Abdallah, quand j'étais enfant, j'ai appris le français en même temps que l'arabe. Et aujourd'hui, la langue française et la langue arabe sont intimement liées en moi. Elles sont inextricables. C'est un peu comme si j'avais 2 jeux de Mikado, un français, un arabe, renversés en vrac dans ma tête et complètement mélangés. Je tricote depuis l'enfance une langue constituée de 2 fils, fragiles et précieux. C'est l'ADN de ma langue maternelle. Eh mais j'y pense. Tu m'as fait peur. J'ai des Mikado. Non, Une petite partie. avec plaisir. Quelle bonne idée. C'est un jeu japonais. À toi l'honneur. Ah, merci. On lui laisse une chambre. Merci. C'est le public qui a décidé. Merci. Bon, Bon, pardon, c'est à là, toi. ça sera à moi là. Non, mais pourtant, Ouais, je t'en prie, vas-y. J'ai très envie de jouer. Tu sais, parce que quand je suis arrivée en France, il a fallu pour la première fois que je sépare mes 2 langues pour ne plus parler que le français. Il a fallu attraper délicatement chacune d'elles sans détruire l'édifice. Il a fallu ruser, trouver d'abord des équivalents à tous les mots libanais qui s'invitaient sans crier gare dans mes phrases en français. Les yalla, chou, yani, taïeb, enno, uf, qui au Liban ponctuaient naturellement mes phrases en français. Eh bien, tous ces mots qui veulent pourtant dire des choses très différentes, je les ai remplacés par le même mot français, En fait, ce qui en fait, génère en fait, un nouveau en fait, chapelet en fait, de en fait, qui en fait, ponctue en fait, désormais en fait, mes phrases en fait, en français. en fait. Voilà, oui, je sais, c'est un peu ridicule. Mais c'est pas tout. Parce qu'il y a aussi le mot lek, qui veut dire regarde en arabe. Il arrive qu'on commence une phrase par lek pour attirer l'attention de notre interlocuteur. Attirer l'attention de notre interlocuteur. Lek, بدك تدوب هالميكادو يما شو يلا خلصنا. Yalla, yalla. Yalla. Désagréable, hein, celle-là. C'est amusant parce qu'en français, on exprime naturellement ce regarde par dis. Dis, je t'ai pas vexé tout de même. Yani. Ou écoute. Oh, écoute, c'est toi qui vois après tout. Il est susceptible en plus. Ce qui passe par le regard en Orient passerait donc par la parole ou par l'ouïe en Occident. Abdallah Kamanja poursuivait un rêve. Arriver à jouer sur son piano les mélodies orientales qui se bousculaient dans sa tête. Mais il avait un problème. Sur le clavier d'un piano, l'intervalle entre les touches est d'un ton ou d'un demi-ton. Or, dans la musique orientale, l'intervalle entre les notes est d'un quart de ton. Comment faire pour jouer ce quart de ton sur un piano sans ajouter de touches au clavier ? Comment faire pour déhancher un piano ? Pendant 10 ans, il cherche une solution mécanique pour arriver à jouer le quart de ton sur son piano sans en modifier l'aspect.
démonte puis remonte son piano des dizaines et des dizaines de fois, à la recherche du quart de ton. Quart de ton. Demi-ton. Impossible. Kamanja! Ya, Kamanja! Kamanja, mais la sourdine, enfin, on s'entend plus. La sourdine. Ah, la sourdine. Eureka. Ça, c'était Thérèse Marsabène, sa voisine du dessus, qui un jour lui donna à son insu l'idée d'utiliser la sourdine pour décaler les marteaux à l'intérieur du piano et arriver enfin à jouer les quarts de ton. Elle était là, la solution.
Quand Abdallah et Victor arrivèrent enfin à Vienne, par un matin brumeux et enneigé, l'excitation de Abdallah avait atteint son comble. Ses yeux impatients scrutaient le moindre détail de chaque façade. Ses pieds fiévreux piaffaient dans ses nouvelles bottines italiennes Vera Pelle et bientôt ne touchaient plus terre. « Victor, tu te rends compte ? Nous foulons le sol qu'ont foulé tant de musiciens avant nous. Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms, Mahler, Strauss, Mozart. » Mozart, Victor, Mozart! Hofmann les attendait. Le piano était prêt. Ce piano qu'il avait mis des années à concevoir, il était là, tout juste sorti des usines d'Hofmann à Vienne, et il l'attendait. Alors, songeant au Liban, ce petit pays d'où il venait, ce pays si petit que si on veut le montrer sur une carte, il disparaît sous notre doigt, Abdallah se mit à jouer. Et en 1975, le cœur joyeux de Abdallah Kamanja fit une dernière embardée. Si on avait dit à Abdallah que quelques mois après sa mort, le Liban, ce Liban que Victor et lui pensaient immuable, s'engouffrerait dans un tunnel de 15 années de guerre, et que pendant ces 15 années, le monde, lui, continuerait à vivre et à inventer. Si on lui avait dit que son époque verrait la première sonde sur Mars, le Minitel, les lentilles de contact, MS-DOS, le premier bébé éprouvette, le GPS et aussi le succès incontestable des synthétiseurs électroniques qui très vite se dotèrent d'une touche mode orientale. Mode orientale ? Oui, mode orientale, tu te rends compte ? Une touche, une toute petite touche en plastique qui permet de reproduire, comme par enchantement, le quart de ton de la musique orientale. Une touche qui rendra son piano, son cher piano, obsolète
avant même d'avoir eu le temps d'exister. Si on lui avait dit que son piano oriental n'aurait pas le temps de conquérir son public, qu'il ne parcourrait pas le monde, mais qu'il resterait à Beyrouth, exemplaire unique et bientôt muet, Abdallah Kamanja aurait sans doute hoché la tête et s'en serait retourné à son piano, car tout ce qui l'intéressait, c'était de continuer à jouer sa musique. Aujourd'hui, j'aime à croire que mon arrière-grand-père, Abdallah Kamanja, ce petit homme qui était toujours en retard à tous ses rendez-vous, avait peut-être été avec son piano, pour une fois, un tout petit peu en avance. Voilà l'histoire du piano oriental. Cet instrument bilingue qui peut jouer dans une même phrase musicale le registre oriental et le registre occidental. Ce piano oriental, sa musique double, cette étrange juxtaposition de deux visions du monde que rien ne semble lier, le son léger du déhanchement inattendu d'une note au milieu d'une phrase, je les porte en moi. Être un piano oriental, c'est ouvrir une fenêtre à Paris et s'attendre à voir la mer. بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق بكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي ولما بيدور السهر تحت قناديل المساء بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنت ساعة بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنت ساعة Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Georges, à la captation, à la caméra, Laurent qui réalise, William à la régie, Damien au son, Juliana à l'administration, Richard Dao de la BNF qui nous a invités et une personne qui est dans l'assistance, qui est venue de Belgique avec un piano, Luc-André de Place.
qui est la personne qui a reconstruit un piano oriental presque à l'identique de celui de mon arrière-grand-père, qui lui est resté à Beyrouth. Merci Luc André. Merci à tous. À très bientôt. Si vous voulez des informations sur le piano oriental, n'hésitez pas à taper le piano oriental sur Internet pour vous procurer la BD CD et le vinyle sur Bandcamp.